OK, mais bonjour, à tous et à toutes. Je suis ravie d'être parmi vous, même si, malheureusement, c'est virtuellement. Merci beaucoup pour cette invitation. Je pense que ma présentation va être un petit peu sur un ton différent des présentations que vous avez déjà eues, aujourd'hui. Je sais que c'est la dernière et que la journée a été, un peu longue, donc je vais essayer, de vous faire survivre à cette présentation. L'objectif, en fait, c'est de vous partager mon parcours de vie, de mon parcours de vie en tant que francophone, qui est un parcours international. Donc le titre, c'est Je suis plurifrancophone. Bon, voilà, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que ça signifie pour moi à travers mon parcours. Donc pour vous dire un petit mot de qui je suis, donc je m'appelle Colline Moreau, je suis doctorante à l'Université d'Ottawa en criminologie et je suis juriste de formation. Donc je suis spécialisée en droit pénal. Donc voilà, ça c'est un peu qui je suis au niveau professionnel. Vous allez voir que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, Justine, si tu peux passer la slide, c'est en fait lié avec mon parcours professionnel, mais aussi avec qui je suis personnellement. Et en fait, l'idée, c'est de vous faire un partage d'expérience, mais évidemment un partage d'expérience qui va au-delà de moi, parce que bon, vous me connaissez pas, donc enfin voilà, connaître ma vie, ça va pas vous intéresser plus que ça. Mais donc l'objectif, c'est vraiment d'aller au-delà de moi-même et de partager quelque chose sur la francophonie à travers le parcours que je vis en fait actuellement. Et l'idée, elle a émergé. Attends, pas tout de suite. L'idée a émergé d'un étonnement suite à la conversation que j'ai eue il y a quelques mois avec Justine, qui m'avait téléphoné pour me proposer d'intervenir justement aux entretiens Jacques Cartier et qui m'avait proposé d'intervenir sur le thème de la résilience et de la francophonie. Donc de partager une expérience de résilience francophone. Et en fait, donc on avait discuté, elle m'avait présenté le projet, etc. Et ben, ma réponse, ça avait été, je pense pas que je vais pouvoir intervenir dans le cadre des entretiens Jacques Cartier parce que ben, mon expérience, ce n'est pas une expérience de résilience francophone. Enfin voilà, mon expérience de francophone ne connecte pas vraiment avec le terme résilience. Et finalement, ben, en discutant, on s'est rendu compte que ça pouvait quand même être intéressant que je vous présente quelque chose aujourd'hui qui va pas nécessairement être en lien avec la résilience, en fait, même pas vraiment en lien du tout avec la résilience, mais qui va plutôt vous montrer, je crois, la force de la francophonie à l'international. Et le titre de l'intervention, c'est un parcours francophone réussi. Bon, après, je sais pas si on peut appeler ça un parcours réussi, mais en tout cas, un parcours épanoui, francophone à l'international. Raison pour laquelle j'étais un peu mal à l'aise avec le terme résilience. Donc voilà, l'idée, c'est de vous donner des exemples concrets à travers trois thèmes sur la francophonie. Donc le premier, c'est la francophonie comme atout. Le deuxième, la francophonie en réseau. Et le troisième, la francophonie plurielle. Donc c'est un petit peu les trois thèmes que je vais aborder dans cette présentation. Et surtout de transmettre l'idée que, voilà, probablement qu'il y a et sûrement qu'il y a des expériences de résilience par rapport à la francophonie, mais il n'y a pas que ça et c'est un peu l'objet de ma présentation aujourd'hui. Alors, le premier thème, c'est la francophonie comme atout. Donc, moi, j'ai vraiment vécu le fait d'être francophone comme une corde précieuse à mon arc. Et c'est ça que je voudrais partager dans ce premier point. Donc, le premier atout, c'était la mobilité internationale. Donc, je pense que vous avez déjà parlé de ça aujourd'hui, mais le français, en fait, c'est une langue qui est parlée dans de nombreux pays au monde. Il y a 36 pays qui ont le français comme langue officielle ou co-officielle, et il y a proche de 80 pays ou territoires qui utilisent le français comme langue de manière assez significative. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ben, ça signifie qu'en tant que francophone, ou personne qui maîtrise le français en tout cas, eh ben, on a accès
à un très vaste réseau de pays, d'organisations internationales, etc. Du fait qu'on maîtrise cette langue, on a une certaine mobilité, qu'elle soit académique, qu'elle soit, donc dans mon cas c'est académique, mais qu'elle soit professionnelle en général ou culturelle, c'est quand même une langue qui nous permet de voyager, qui nous permet de bouger. Alors, pour illustrer un petit peu avec ma situation personnelle, dans mon cas, moi, je suis belge. Donc, je suis originaire du sud de Bruxelles, donc évidemment de la partie francophone de la Belgique. J'ai émigré au Canada pour des raisons professionnelles, donc pour faire un doctorat. Je suis mariée avec un Français. J'ai vécu pendant 7 ans en Ontario et là, je viens d'arriver la semaine passée au Québec. Donc voilà, grâce à cette expérience où j'ai quand même bougé, j'ai quand même connu des formes de français différents, mais j'ai aussi rencontré en fait des francophones qui venaient d'endroits vraiment diversifiés au monde. Et grâce à ça, j'ai développé un réseau francophone, un réseau d'amitié francophone avec des gens qui viennent évidemment de l'Europe francophone, donc la Belgique, la France, la Suisse, mais aussi au Canada, des gens qui viennent de l'Ontario, qui viennent du Québec, qui viennent même de l'Acadie, puis de façon aussi plus large, des gens qui viennent du Congo, du Burundi, du Brésil, de la Colombie. Donc, c'est aussi pour vous montrer cet aspect de mobilité internationale que le français permet. Donc, ça permet de voyager, mais ça permet aussi de connecter en fait avec plein de personnes partout dans le monde qui parlent cette langue. Alors, au-delà de la mobilité, c'est aussi un atout sur le plan professionnel, en tout cas dans mon expérience. C'est un atout dans différents secteurs, que ce soit en droit, en relations internationales, au niveau des ONG, dans la diplomatie, je pense même au niveau du secteur du tourisme, etc. Bon, voilà, c'est pas tous mes secteurs, mais en tout cas, le français se parle dans de nombreux secteurs professionnels. Mais moi, dans mon expérience, là où le fait d'être francophone a surtout un impact, c'est dans des postes bilingues. En fait, ça donne accès à des postes bilingues et où là, en fait, ce qu'on voit surtout émerger, c'est l'intérêt de combiner le français, donc le fait d'être francophone, avec la maîtrise d'une autre langue. Alors que ce soit à Ottawa ou à Bruxelles, mais en Suisse, c'est sûrement pareil, dans des États africains, dans de nombreux États africains, c'est pareil aussi. Le fait d'être bilingue ou plurilingue, en fait, c'est un immense atout parce que ça donne accès à des postes soit académiques, soit à des postes dans les administrations publiques, en fait à des postes de savoir et de pouvoir. De nouveau, par rapport à mon parcours personnel, moi, il y a certains postes que j'ai eus à l'Université d'Ottawa grâce au fait que j'étais bilingue, que ça soit par rapport à une traduction de cours. Donc, il y a un cours entier que j'ai pu traduire. Donc, j'étais assistante d'enseignement dans le cadre de ce cours et de recherche. Et donc, j'ai obtenu le contrat parce que comme j'étais bilingue, la tâche qui m'était assignée, c'était de traduire ce cours en fait de l'anglais au français et ensuite de l'enseigner en français. Et j'étais une des seules qui était capable de l'enseigner en français. C'était une méthodologie très particulière, il fallait être formé pour le donner. Et en fait, tout le monde était formé pour le donner en anglais. Et moi, comme j'avais fait la traduction, j'ai pu en fait après le donner en français, ce qui fait que j'étais toujours l'interlocutrice privilégiée quand il fallait donner ce cours. Donc de nouveau là, c'est vraiment la démonstration de l'atout que c'était. Puis un autre poste que j'ai pu occuper grâce à mon bilinguisme, c'est le fait de coordonner la recherche à l'Observatoire des droits humains à l'ONU, qui est rattaché à la faculté de droit civil à la section de droit civil de la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. C'est une faculté qui est francophone, mais qui travaille en fait avec les organes de traité de l'ONU, où beaucoup de choses se passent quand même encore en anglais. Il y a aussi le français qui joue, mais il y a beaucoup d'interlocuteurs à l'international qui parlent anglais. Et donc, le fait de pouvoir faire le lien entre les experts qui parlent anglais et les étudiants ou les autres experts qui parlaient français, ça a permis pour moi d'être un peu le point pivot et d'occuper ce rôle de coordination. Donc,
Ici, le point, c'est vraiment le fait de combiner le français avec une autre langue. En fait, ça porte aussi la francophonie. Alors, le troisième atout du français, c'est l'accès à un patrimoine diversifié. Donc, comme j'avais mentionné déjà, le français, c'est une langue qui est répandue. Donc, ça nous donne accès à un patrimoine intellectuel et culturel qui est immense, que ce soit au niveau de la littérature, de la philosophie, des sciences sociales, du droit, enfin, peu importe. En étant francophone, on a accès à une richesse incroyable. Je reviendrai sur ce point, mais personnellement, dans mon parcours, j'ai aussi parfois vu un peu d'entre-soi francophone, que ce soit que les Français lisent les Français, que les Belges lisent les Belges ou les Québécois lisent les Québécois. Parfois, il y a un peu cet entre-soi qu'on voit se produire. Alors que je pense qu'une des forces du français, c'est justement cette diversité et cette immensité intellectuelle et culturelle. Et donc, je reviendrai sur ce point après, mais je pense qu'on a accès à énormément et que sur ce plan-là, on n'a pas grand-chose à envier à l'anglais. Alors, ça m'amène à faire le lien avec mon deuxième point, qui est la francophonie pensée en réseau. Et dans le cadre de ce deuxième point, en fait, j'aimerais vous parler de 3 réseaux francophones dans lesquels j'ai eu la chance de m'intégrer ou de participer. Donc, c'est 3 initiatives francophones qui sont évidemment en lien avec mes domaines d'intérêt, donc mes domaines de recherche, mes domaines professionnels. Donc, je vous ai dit, moi, je fais un doctorat en criminologie et je suis juriste. Donc, c'est des domaines qui sont plus dans le domaine... c'est des associations qui sont plus dans le domaine sociologique, criminologique et juridique. Donc, ce sont des exemples. J'imagine que ça doit exister aussi dans d'autres disciplines, mais voilà, moi, je peux parler de ce que je connais et de ce que j'ai vécu. Donc ici, c'est vraiment à prendre à titre d'exemple. Le premier réseau duquel je veux vous parler, c'est l'AISLF, donc l'Association internationale des sociologues de langue française. Donc ce réseau, il a été créé en 1958 à Bruxelles. Et son objectif, en fait, c'est toujours de défendre la sociologie d'expression française. Alors, c'est assez intéressant ce réseau parce que, en fait, il s'est inscrit directement dès son émergence dans une double dynamique qui était et linguistique et politique. Et en fait, les deux sont un peu interreliés parce qu'il a émergé dans un contexte guerre froide, décolonisation, pardon. Et donc, l'objectif, en fait, c'était de préserver et de développer le français comme langue scientifique, de préserver le savoir en français, mais aussi de s'engager vis-à-vis de la protection et de la défense des droits humains et vers l'inclusion de tous les francophones. Donc, peu importe l'origine francophone, peu importe la provenance géographique. Donc, il y avait vraiment cette idée d'inclure aussi les pays du Sud, d'inclure aussi les pays en voie de décolonisation, etc. Donc, il y avait vraiment cette idée d'inclusion francophone dans l'émergence de l'AISLF. Alors, aujourd'hui, l'AISLF, qu'est-ce que ça représente comme réseau francophone ? Ça représente un réseau de 2500 membres qui sont issus de 65 pays différents. Il y a 76 comités, donc 76, ça c'est mon petit côté belge. Il y a 76 comités et groupes de recherche qui existent et qui représentent la variété de domaines de la sociologie. Il y a 30% des membres de ce réseau qui sont issus des pays du Sud. Donc, c'est vraiment ici pour montrer l'internationalisation et aussi le souci d'inclusion de la diversité francophone. Et alors, l'AISLF, en fait, c'est des manifestations francophones, des manifestations scientifiques. Il y en a plusieurs par année. Donc, chaque année, ils organisent des congrès, des ateliers, des conférences un peu partout dans le monde, chaque fois dans des pays francophones et chaque fois pour réunir des francophones. Mais donc, il y a plusieurs événements chaque année.
Et alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est que cette association a sa propre revue scientifique en français depuis 2006, qui est en accès libre. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas payer pour pouvoir accéder à la connaissance qui est produite en français, ce qui évidemment est un point très important parce que ça renforce la diffusion et l'accès à la recherche en français. Donc, qu'est-ce que cette association permet de faire? En fait, au-delà du fait qu'elle permet de se connecter entre chercheurs, sociologues francophones, en fait, elle permet aussi de défendre le français, de protéger le français comme langue de savoir, comme langue de production de savoir. Et aussi de faire comme un peu rempart ou un peu réponse à l'hégémonie de l'anglais en sciences sociales. Parce que c'est vrai que l'anglais étant une langue internationale, étant la langue internationale, surtout dans le domaine scientifique, il y a quand même une prépondérance de l'anglais qui existe. Et donc là, c'est vraiment un mouvement de dire, non, en fait, il y a des chercheurs, il y a des intellectuels francophones qui font de la recherche en français et qui valent la peine. Et en fait, soyons forts, soyons ensemble et promouvons notre savoir dans notre langue maternelle qui est le français. Et donc, ce qu'elle permet de faire, c'est de faire de la publication, de faire des débats, de faire de l'apprentissage, de faire des échanges en français, mais tout en restant ouvert à l'international par sa visée inclusive de la diversité francophone. Donc, voilà, je pense que là, j'ai dit tout ce qu'il fallait. Alors, le deuxième réseau dans lequel j'ai la chance d'être inclus et qui est un peu dans le même ordre d'idées, c'est l'Association internationale des criminologues de langue française. Donc, la précédente, c'était les sociologues, ici, c'est les criminologues. Donc, celle-ci, elle a été fondée à Genève en 87. Donc, ici, l'objectif, c'est de fédérer les universitaires, les praticiens aussi, et les chercheurs qui travaillent en langue française dans le domaine de la criminologie. Alors, également, chaque année, il y a des colloques, des conférences, etc., qui sont organisées en français à l'international dans le but d'échanger des travaux en français, de diffuser le savoir, de travailler ensemble, etc. Cette association a également sa propre revue scientifique qui s'appelle Criminologie, forensique et sécurité. Et alors, à noter aussi qu'elle est numérique, en libre accès et sans frais de publication. Donc, ça a peut-être l'air anodin comme ça, mais c'est vraiment des caractéristiques qui sont importantes parce que le fait qu'elle soit numérique, qu'il n'y ait pas de frais à payer pour accéder au savoir en français, c'est de nouveau des critères qui permettent en fait la diffusion du savoir francophone de manière plus large et plus facile et aussi plus inclusive, évidemment. Et alors, en termes de l'inclusion francophone aussi, c'est une association qui propose des bourses, en fait, pour favoriser la participation francophone. Donc, elle propose soit aux étudiants, c'est pas soit en fait, c'est aux étudiants et aux chercheurs francophones de pays, soit qui sont encore en développement, soit outre-mer, etc., qui témoignent d'un besoin financier pour participer aux événements et qui sont francophones. C'est le critère, en fait, pour pouvoir bénéficier de la bourse, c'est témoigner du fait d'être francophone et témoigner d'un besoin financier pour pouvoir inclure la participation diversifiée. Alors, le troisième réseau, la troisième initiative francophone dont je veux parler, c'est le concours de droit international humanitaire Jean Pictet. Donc ça, c'est une initiative sur le plan plutôt juridique. C'est un concours qui a été fondé en 1989 et l'objectif, c'est de former des jeunes juristes à la pratique du droit international humanitaire. Donc l'objectif, en fait, la devise un petit peu du concours, c'est sortir le droit des livres. Et donc l'objectif, c'est de faire des simulations de conflits internationaux, de conflits humanitaires pour mettre les étudiants en simulation et pour les faire vivre des conflits sur le terrain. Et donc, ils vont devoir, en fait, pendant une semaine, donc c'est un concours qui dure une semaine, chaque fois dans un pays différent. Et donc, tous les étudiants sont mis ensemble dans un grand complexe et ils vont devoir faire des négociations humanitaires. Et chaque jour, ils jouent un rôle différent. Donc, ils peuvent
aller de représentants du gouvernement à représentants du CICR jusqu'à des membres de l'armée, etc. Donc, ils jouent chaque fois un rôle différent. Et en fait, le but, c'est vraiment d'appliquer le droit international humanitaire sur le terrain en situation, évidemment de manière simulée. Donc, ça, c'est pour le contexte du concours. Mais ce qui est vraiment extrêmement intéressant avec ce concours, c'est qu'en fait, le concours est bilingue, français-anglais. Mais il n'est pas bilingue dans le sens où on peut parler français ou anglais et compétitionner ensemble. Non, en fait, il est bilingue dans le sens où le concours est entièrement dédoublé. Donc, il y a une parité linguistique totale, c'est-à-dire qu'il y a 2 concours en parallèle qui se déroulent, un qui se déroule complètement en anglais et un qui se déroule complètement en français. C'est-à-dire qu'il y a 2 jurys, un francophone, un anglophone. Il y a le même nombre d'équipes anglophones, francophones, et il y a, tout est fait en double et en parallèle. Donc, ce qui veut dire que dans ce concours, le français est mis au même niveau que l'anglais comme langue académique et de travail juridique et diplomatique, ce qui est extrêmement rare. C'est un des seuls concours à faire ça, donc c'est assez intéressant de voir en fait la valorisation du français dans cette compétition. Alors, ce que cette compétition internationale juridique permet de faire, en fait, c'est assez incroyable pour des jeunes juristes francophones parce que ça leur permet de créer un réseau francophone de juristes spécialisés en droit international humanitaire. Donc, au-delà du fait qu'ils vont rencontrer des membres du jury, des membres de l'organisation du concours, etc., qui sont tous des juristes spécialisés, ça va aussi permettre de se connecter avec des futurs juristes, enfin des gens de leur propre génération qui vont devenir les futurs juristes en droit international humanitaire de demain. Et donc, ces gens viennent en fait de partout dans le monde, ils sont tous francophones, et donc ça leur permet vraiment de se mettre en réseau et de se rencontrer. Ça leur permet aussi de se créer des opportunités professionnelles, que ce soit au niveau de l'ONU, du CICR, des carrières académiques et tout ça. Le concours Jean Pictet, c'est vraiment un incubateur en fait de ce genre d'opportunités. Donc le concours a l'air d'être une simple initiative comme ça, mais non, en fait, il contribue vraiment à la promotion du français comme langue juridique, comme langue internationale, mais aussi il donne une visibilité internationale à des jeunes juristes francophones et il leur permet surtout de créer des liens entre jeunes juristes francophones et donc de créer des réseaux francophones qui sont internationaux, qui sont inclusifs parce qu'il y a vraiment des pays du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, etc. Donc c'est vraiment assez diversifié aussi comme réseau et ça permet de connecter avec des gens qui sont vraiment dans notre propre domaine de spécialisation. Donc, pourquoi est-ce que je vous ai présenté ces 3 réseaux ? C'était pas pour leur faire de la publicité parce que je sais même pas s'il y a parmi vous des gens qui sont intéressés par la sociologie, la criminologie ou le droit international humanitaire, mais ce que je veux vraiment vous montrer avec ces réseaux, en lien avec la francophonie évidemment, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, c'est que en fait, ces 3 réseaux qui fonctionnent dans 3 disciplines différentes, ils ont une mission qui est fondamentale et qui est similaire, c'est de maintenir et de valoriser le français comme une langue vivante, comme une langue de recherche et aussi de formation et de pratique professionnelle. Et ils font ça dans un contexte qui est global et qui est international, malgré le fait que ce contexte soit largement dominé par l'anglais. Donc, il y a quand même une place pour le français là-dedans. Et le français prend sa place là-dedans. Donc, il existe des initiatives qui sont fortes, qui sont ancrées depuis des années. Donc, je vous ai parlé de 1958, de 1989. Hein, donc, c'est ancré depuis longtemps. Et c'est des initiatives qui sont fortes, des réseaux qui sont très ancrés, qui sont très forts. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ces réseaux sont des espaces inclusifs de rencontres internationales. Alors, au niveau de l'inclusion, on peut toujours s'améliorer et on peut toujours faire mieux. Ça, vraiment, je suis la première à le dire. Mais il y a vraiment une volonté de ces réseaux d'être inclusifs. Donc, c'est pas
l'entre-soi européen ou l'entre-soi nord-américain. Il y a vraiment une volonté d'inclure la francophonie internationale. Donc, ce que ces trois réseaux permettent de montrer, enfin, ces trois exemples permettent de montrer, c'est que la francophonie, c'est plus qu'un héritage culturel. La francophonie, c'est aussi un outil de savoir, de solidarité et d'émancipation. Et ce que ces trois exemples montrent aussi, c'est que des associations scientifiques ou des concours académiques ont le pouvoir de contribuer à la préservation du français. Ils ont le pouvoir, voire peut-être le devoir, de contribuer à cette préservation pour que le français soit aussi une langue de science, une langue d'inclusion, de justice et de dialogue international, et pas seulement un héritage culturel. Alors, mon troisième point découle en fait de tout ce que je viens de dire jusqu'à présent, c'est que, à mon sens, et ça découle un peu de ce que j'ai observé de par mon parcours, mais c'est que, à mon sens, la francophonie est en fait plurielle. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai présenté assez longuement, je crois que la francophonie trouve sa force en fait quand elle est pensée en réseau et dans des dynamiques qui sont décloisonnées. Donc, surtout en dehors de l'entre-soi et dans une ouverture à des contextes qui sont multiples. Et en fait, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il n'y a pas un Français, c'est qu'il y a des Français. Il y a des Français qui sont multiples, qui sont empreints de différentes particularités. Et le français est loin d'être une langue figée. C'est plutôt une langue qui est vivante et qui est traversée par beaucoup de nuances. J'ai pas fini sur la slide. J'ai vu le mot nuance, alors ça m'a un peu perturbée. Voilà. Pas de problème. Donc je disais, c'est une langue qui est traversée par beaucoup de nuances et je pense que c'est ça qui en fait sa richesse. Et que je crois qu'à travers tous ces réseaux et toutes ces expériences, en fait, l'expansion, la préservation et la vitalité du français, je crois qu'elle repose non pas sur une normalisation de la langue, mais plutôt sur justement la mise en relation des différentes formes de français et sur la collaboration en fait entre toutes les communautés francophones dans le fait de s'unir contre, je ne sais pas, mais en tout cas de s'unir pour pouvoir faire face à l'hégémonie de l'anglais en tout cas. Et en Belgique, notre devise nationale, c'est l'union fait la force. Et je pense que par rapport à la francophonie, ça s'applique quand même bien. On voit que la francophonie en réseau, la francophonie plurielle, elle est plus forte quand elle est unie. Et que cette devise, en fait, s'applique pour, je pense, renforcer les francophonies finalement. Donc, pour conclure cette présentation, pour un peu récapituler tout ce que j'ai dit, je pense que le français, c'est pas une langue qui est unique, c'est plutôt un réseau vivant qui est riche de nuances et de diversité. Que la force du français, elle se trouve dans l'ouverture et dans les multiples expériences francophones, et que la francophonie, elle gagne plutôt à être pensée en termes pluriels et décloisonnés, surtout dans toute sa diversité linguistique, parce qu'alors elle devient une source de vitalité plutôt qu'une langue figée. Et donc, dans mon vécu personnel et dans toutes les expériences francophones que j'ai pu faire, la francophonie, c'est pas vraiment une question de résilience, c'est plutôt une question d'ouverture et d'union. Donc, je pense que cette présentation, puisqu'on parlait de francophonie, puis d'inclusion, de jeunesse, etc., cette présentation, en fait, ce serait comme une invitation à la jeunesse de voir la francophonie comme un héritage qui n'est pas figé, mais plutôt comme un espace vivant et porteur d'avenir dans lequel ils ont une contribution à faire. Et je pense qu'en s'ouvrant, en s'uniant et vraiment en allant à l'international, il y a vraiment des opportunités pour les francophones en dehors peut-être des frontières de leur propre univers. L'autre chose que je voulais ressouligner, que j'ai dit au début, c'est l'atout du plurilinguisme aussi pour la francophonie. C'est-à-dire que
on parle donc évidemment de préserver le français, qui est extrêmement important, mais je pense que une chose qui sert la francophonie, c'est notamment le plurilinguisme. Alors ça peut sonner peut-être un petit peu contre-intuitif. En tout cas, dans des pays comme la Belgique, le Canada, la Suisse et de nombreux États africains, je pense aussi, le plurilinguisme, comme je l'ai dit, c'est aussi un moyen de défendre le français parce que ça permet en fait d'accéder à des postes d'influence, d'accéder souvent dans les plus hautes instances, qu'elles soient universitaires, dans les administrations publiques, dans les ONG, dans les institutions nationales et internationales. Et en fait, le fait de combiner la maîtrise du français avec la maîtrise d'autres langues, ben, ça donne une place au français que si on parle seulement français, ben, elle n'acquiert pas. Donc, je pense qu'être dévoué au français tout en étant ouvert à d'autres langues, ben, ça sert le français. Donc, voilà, je pense que c'est quand même une posture à considérer. Donc, s'il y a 2 messages à retenir de cette présentation et je dirais, de ce parcours et de cette expérience, le premier, c'est de s'ouvrir aux francophonies, au pluriel, et de s'unir en tant que francophones pour penser les francophonies en réseau. Et le deuxième, c'est de combiner le français à la maîtrise d'autres langues parce que ça sert le français. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je me suis posé la question lorsque vous avez parlé d'entre-soi, de francophones en milieu minoritaire, par exemple. Je me pose la question à savoir, est-ce que cet entre-soi-là n'est peut-être pas plutôt une solidarité, une façon de se serrer les coudes entre francophones qui sont dans le contexte canadien, francophones minoritaires, en contexte minoritaire, sous pression constante d'une américanisation et d'une anglicisation de la sphère culturelle, mais aussi du monde académique, professionnel, et où le fait d'être strictement francophone peut parfois être un défi, alors que les francophones bilingues, eux, peuvent mobiliser cette langue-là comme une ressource professionnelle. Mm-hmm. C'était mon inquiétude, ma question. Oui, non, c'est une question intéressante et oui, enfin, je pense que vous avez raison. Il doit y avoir de ça aussi. Moi, ce qui m'a plus intriguée, et donc là, je parle, enfin, j'ai pas fait d'études scientifiques sur cette question, et j'imagine que vous êtes sûrement plus expert que moi. Ce qui m'a plus intriguée quand je suis arrivée au Canada, c'était dans mon ignorance et ma naïveté, un petit peu les rivalités francophones au Canada, pardon. Donc moi, je suis arrivée d'abord à Ottawa, et donc j'ai commencé par me lier d'amitié avec des franco-ontariens. Et puis, donc j'ai découvert la francophonie canadienne par ce biais-là. Et puis, par la suite, j'ai rencontré des Québécois. Et j'ai quand même rapidement compris que c'était des univers assez différents, les francophones québécois, les francophones franco-ontariens. Et j'ai quand même aussi rapidement compris qu'il n'y avait pas toujours de la solidarité entre ces deux communautés francophones, où parfois il y avait des petites rivalités. Et ça, j'avais un peu plus de mal à le comprendre parce que je comprenais pas toujours pourquoi, dans le sens où je me disais, mais vous aviez, enfin, en tout cas, il me semblait, de mon point de vue externe, une cause commune. Après, j'ai commencé à comprendre que c'était pas tout à fait le cas parce qu'il y avait aussi des enjeux très culturels, qu'il y avait toute une histoire qui était complètement différente, etc., etc. Mais donc, quand je parlais d'entre-soi, il y avait peut-être un peu cette notion-là aussi de me dire, OK, est-ce que le français, à travers le Canada, pourrait être une cause plus commune? C'est une première question, mais bon, je reste quand même si ça fait des années que je vis au Canada, je pourrais vraiment pas être experte sur cette question et je voudrais surtout pas heurter des sensibilités par rapport à cette question. C'est juste une question que je me suis vraiment posée en vivant au Canada et en côtoyant des Acadiens, des Québécois et des Franco-Ontariens. Mais par contre, quand je parlais d'entre-soi ici, je le pensais même encore un peu plus à un niveau international, c'est-à-dire dans les associations même dont j'ai parlé,
par exemple, l'AISLF, avec tous ces sociologues qui viennent de partout au monde et qui font leurs présentations en sociologie, etc., j'ai quand même remarqué, parce que moi, personnellement, c'est des questions qui m'intéressent, mais qu'il y avait quand même encore cette dynamique que les Français citent les sociologues français, majoritairement, voire presque exclusivement. Il y a très peu de Français qui vont citer des sociologues québécois ou des sociologues franco-ontariens, alors qu'ils ont accès à cette littérature, par exemple. Pareil pour les Belges. Quoique, je pense qu'il y a quelque chose avec, comme la Belgique est un très petit pays, l'entre-soi est vraiment très entre-soi, donc on est quand même forcé à s'ouvrir plus rapidement à ce qui se passe à l'extérieur, mais il y a quand même cette dynamique de, évidemment, on regarde en premier ce qui se passe chez nous, et donc, c'est qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Est-ce qu'on va s'ouvrir plus largement? Je pense qu'il y a une dynamique qui est logique, évidemment, mais c'était un peu ça que je visais aussi avec l'entre-soi, de dire est-ce qu'on se sert nous-mêmes en faisant ça, alors qu'on a accès à une diversité qui est intellectuelle, qui est culturelle, qui est énorme, et que surtout, je pense, dans les domaines qui me concernent, en tout cas, qui sont la recherche en sociologie, en criminologie, en droit. Enfin, le droit, c'est peut-être parfois un peu plus national, quoique, mais on gagne en fait à s'ouvrir. Et ce mouvement, il est encore, il y a quand même une réticence encore à ça, à s'unir en tant que francophone. Donc, voilà, je pense que vous pouvez mieux parler du Canada et des liens qu'il y a entre les Franco-Ontariens et les Québécois que moi. Mais je ne sais pas comment vous observez ça, évidemment. Je serais ravie d'entendre votre position là-dessus. Mais voilà, c'est ça un peu mon observation. Oui, un commentaire. Et bon, je vous remercie beaucoup pour cette communication. Simplement, je vous dirais, en fait, c'est peut-être un aspect où vous invitez les gens à s'unir, mais j'aimerais savoir où vous situez la question politique au cœur de ces questions d'unité, au sens où vous nous parlez de réseau, de mise en réseau. C'est des aspects d'ouverture à l'autre, certes, mais en même temps, ces réseaux, et les réseaux que vous avez notés, de très bons réseaux d'ailleurs, la ISLF, etc., ce sont des réseaux qui sont institutionnels, d'abord et avant tout, subventionnés fortement par les États, appuyés donc par les politiques publiques. Et d'une certaine façon, tout ça ne serait pas nécessairement très vivant s'il n'y avait pas cette consolidation politique. Alors, ma question, je vous pose, où est l'engagement politique dans votre appel? Le but de mon intervention, ce n'était pas de faire de la politique. Le but de mon intervention, c'était de montrer en fait à des étudiants qui sont donc des jeunes gens dans la vingtaine que en fait être francophone, c'est pas avoir un boulet à son pied. Ce n'est pas avoir un boulet à son pied d'être francophone pour avoir une carrière à l'international. Donc, c'est ça, en fait, l'objectif de ma présentation, c'est qu'il y a des opportunités, elles sont belles, elles peuvent amener du succès, elles peuvent amener de l'épanouissement. Donc, est-ce qu'on peut politiser cette idée? Oui, si vous voulez. Est-ce que c'est mon objectif? Non. Mon objectif, c'était plus d'inspirer des jeunes francophones à se dire qu'en fait, ils ont de la chance d'être francophones parce que c'est une belle langue, c'est une langue qui est riche, qui peut offrir plein d'opportunités. C'est une langue qui peut créer des réseaux forts, qui crée déjà des réseaux forts. Et en fait, c'était vraiment ça l'objectif de mon message. Voilà, je voulais juste préciser. Merci pour ces précisions, merci. Donc, je te souhaite une très, très bonne installation et merci d'avoir pris du temps pour nous. Et on clôt en tout cas cette journée. Merci. Merci. Merci à tous.